Alors la parole à la salle, les étudiants d'abord, comme d'habitude. Monsieur Cameron, comme d'habitude. Je vous en prie, allez-y, allez-y. Donnez-lui le micro, sinon, et que les autres se préparent. Est-ce qu'il y a des... Je regarde à droite, à gauche. Alors, je donne d'abord la parole aux étudiants, vous le savez. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Ma question concerne plus le côté économique et le continent africain. Dans le cadre du partenariat Chine-Afrique, ne pensez-vous pas que cette dernière pourrait reprocher à la Chine un manque notamment de transfert de technologie en favorisant parfois la main-d'œuvre chinoise dans les usines construites sur le continent africain, ou encore lui reprocher un déséquilibre avec appropriation des matières premières, bloquant ainsi son propre développement? Merci. Une deuxième question, monsieur là-haut. Voilà, monsieur là-haut et après Isabelle, c'est ça? Ah, là-bas. Ah non, je croyais. Alors, deuxième question, la troisième question que je vois dans la salle, s'il y a une question parmi les étudiants, sur la première salle pour les étudiants. Ah ben, l'étudiant. Allez-y, monsieur, je t'en prie. C'est moi. Alors, vous avez coupé le... Bonsoir, merci beaucoup pour ces présentations. Ma question a lié plutôt à la question de sécurité intérieure de la Chine et notamment l'ambition chinoise sur toutes les technologies de l'industrie digitale dont monsieur a évoqué rapidement. On parle notamment d'un grand projet de rating social des citoyens chinois via le déploiement et l'usage de la quantité astronomique de données qui est produite chaque jour par le milliard de citoyens chinois. Je voulais vous poser comme question, messieurs d'ailleurs, quel est selon vous le rapport entre les groupes privés chinois, notamment les plus connus, Baidu, Alibaba, pour parler que des plus célèbres, et notamment quelle pourrait être la réaction, on va dire, des citoyens chinois, ou quel est le risque sociétal impliqué par ce développement technologique et cette ambition de préserver une certaine conception de l'ordre sur ce pays. Merci. Merci beaucoup. Une troisième question. J'avais vu des mains se lever. Monsieur. Merci et bravo pour cet exposé. Dernièrement, aux États-Unis, on a vu un choc de civilisation autant qu'économique avec l'envoi dans l'espace de nouvelles fusées par Elon Musk. C'est une évolution qui est comparable à celle de Christophe Colomb qui a permis d'avoir de nouveaux espaces et un siècle d'or espagnol. Est-ce que la Chine s'implique dans le domaine spatial? Est-ce que vous pourriez donner des informations? Merci. Merci beaucoup pour ces questions assez diversifiées. Concernant la Chine et l'Afrique, pour moi, comme vous l'avez judicieusement souligné, la Chine voit l'Afrique plus comme une source de matières premières et comme une source éventuelle, enfin comme un marché d'exportation éventuel. La Chine n'a pas véritablement cultivé des relations avec l'Afrique du point de vue de la science et de la technologie. Il y a un ou deux pays comme l'Afrique du Sud où il y a plus de relations fondées sur les sciences et la technologie. Mais je crois qu'à terme, je ne vois pas l'Afrique jouer un rôle vraiment, vraiment important du point de vue du développement technologique chinois. Les différences du point de vue du développement sont très, très élevées. Mais à l'avenir, si jamais on lit la technologie et qu'on l'intègre dans un système économique plus général, si vous prenez par exemple la recherche et développement qui permettrait de développer certains secteurs
économique et où on transfère des technologies pour se développer, surtout dans l'industrie minière ou les industries extractives, là, ça serait une base de coopération entre la Chine et l'Afrique. Néanmoins, actuellement, je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que l'innovation et la technologie jouent un rôle important en tant que force motrice de la relation chinoise avec l'Afrique. Concernant la deuxième question, je crois que ça a bien réveillé les interprètes, dit M. Chung. Concernant le secteur du numérique et la relation avec les sociétés privées chinoises et le développement de cette surveillance, comme vous l'avez correctement mis en évidence, la sécurité intérieure est une partie cruciale de cet état technosécuritaire, surtout avec Xi Jinping. Il s'agit de construire un État fondé sur un appareil de surveillance qui pourrait suivre et contrôler l'ensemble de la population chinoise. On a vu dans les médias, par exemple, ces derniers mois, qu'il y a eu des expériences dans des zones comme Xinjiang où il y a un système de surveillance très envahissant, où l'on utilise des sociétés chinoises, par exemple des fournisseurs d'accès Internet, des opérateurs mobiles, ou bien ces nouvelles sociétés d'Internet comme Alibaba, Tencent ou d'autres. Ce que l'on voit, c'est l'émergence de cet appareil de sécurité intérieure fondé sur le numérique. Ces sociétés privées n'ont aucun espace, aucune marge de manœuvre. Si elles souhaitent se développer, si elles veulent très bien s'en sortir du point de vue économique et financier, elles sont obligées de coopérer avec l'État chinois. Donc, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une intégration très très étroite entre les géants chinois du numérique et du cyber avec l'appareil d'État chinois. Et surtout avec Xi Jinping. Là, je crois que l'intégration va être encore plus poussée. Il est très difficile pour ces géants de l'Internet, des réseaux sociaux, de l'information, il est très difficile pour elles de dire non, d'avoir la possibilité de dire non aux exigences de l'État. Enfin, sur la dernière question qui concerne la Chine, enfin, l'implication de la Chine dans la course vers l'espace, il faut bien voir que la conquête spatiale est une priorité pour la Chine, d'abord d'un point de vue de sécurité nationale, mais également pour toutes les retombées économiques et commerciales. Parce qu'en effet, si l'on compte le nombre de lancements spatiaux de satellites chinois, la Chine est probablement le premier pays pour ce qui est du nombre de lancements de satellites ou d'autres moyens dans l'espace. Et les Chinois ont consenti des investissements considérables en la matière. Donc, ce qui s'est passé, c'est que vous avez maintenant tout un écosystème économique, si l'on peut dire. Vous avez des systèmes de navigation, vous avez le système de navigation Beidou qui permet, ce système propose un système de surveillance de l'espace extrêmement complet à l'intention des entreprises chinoises. Vous avez des sociétés de satellites de communication qui fournissent un réseau de communication extrêmement dense. Et donc là, de ce côté-là, vous avez des retombées considérables. Alors évidemment, la Chine s'inquiète de la protection de ses propres ressources spatiales. Et c'est là que vous avez la dimension militaire, parce que l'espace, jusqu'à présent, les usages de l'espace jusqu'à présent ont été très pacifiques, mais enfin quand même, en 2007, il y a eu cette situation où la Chine
a utilisé un de ses propres missiles balistiques pour détruire un satellite qui a produit des débris qui sont éparpillés dans l'espace. Alors, par rapport à tout cela, la question qui se pose, c'est de savoir si la Chine va coopérer avec d'autres pays ou bien va travailler seule, va faire cavalier seul. Alors, la Chine n'a pas beaucoup coopéré avec les États-Unis pour la Station spatiale internationale. Finalement, les États-Unis n'ont pas permis à la Chine d'être associée à ce projet. Donc, dans une certaine mesure, la Chine n'a eu d'autre choix que de faire cavalier seul. Mais enfin, pour la conquête spatiale, ça reste une des grandes priorités de la Chine. Je me retournais vers Mathieu tout à l'heure en lui disant, j'ai eu l'impression qu'à un moment, l'Europe était un peu priée de choisir son camp. Et je me suis dit qu'au fond, ça ne correspondait peut-être pas à la manière dont nous concevions notre environnement, notre paysage stratégique, l'avenir de la communauté internationale. En tout cas, pas sous la forme d'une rivalité stratégique qui, une nouvelle fois, viendrait cliver le monde en deux. Il y a d'ailleurs, je dirais, dans certaines initiatives chinoises, on les évoquait la fois dernière, notamment dans leur soutien à la COP21, des expressions d'une forme d'adhésion à un multilatéralisme qui correspond plutôt aux ambitions des diverses diplomaties européennes. Donc c'est vrai qu'on peut comprendre que sur certains sujets, effectivement, on sera très déterminé. J'évoquais la liberté de circulation sur la mer, les problématiques d'une régulation du nouvel espace cyber, etc. etc. Mais c'est vrai que notre conceptualisation du paysage stratégique du XXIe siècle, en tout cas celui qui irait le plus dans le sens de notre idéal, serait quelque chose qui ne serait pas forcément de nouveau très fortement bipolarisé ou unilatéralisé sur les ambitions de tel ou tel, mais plutôt un monde qui soit plus multilatéral, plus multipolaire. Voilà, ça c'est la position classique des Européens. Alors je vais passer la parole aux étudiants qui, comme toujours, je ne sais pas pourquoi, se mettent complètement sur les côtés. Au début, je disais c'est peut-être pour nous voir de profil, peut-être mieux, on a un profil qui est peut-être plus séduisant que nous voir de face. Ensuite, j'ai trouvé une autre explication qui est plus positive, c'est qu'ils arrivent les premiers, donc évidemment ils se mettent au bout et de toutes les façons comme ça ils ne peuvent plus partir. Ils sont absolument captivés et capturés par la conférence. Alors je sais qu'il y a deux questions qui sont là en bout, mais alors il faut leur passer le micro, leur faire parvenir jusqu'au bout. Et Mathieu, vous intervenez quand vous voulez, si vous voulez répondre à telle ou telle question. J'ai une question, donc vous l'avez évoqué, la Chine investit d'autant plus ces dernières années qu'elle est consciente qu'elle doit montrer un peu ses gros bras sur la scène internationale. Est-ce que ce qui lui manque pas au fond, sinon les investissements, c'est l'expérience du terrain, c'est finalement avoir fait la guerre ces dernières années? Isabelle? Non, mais c'est une vraie question et il est important d'y revenir. Quelle est l'opérationnalité finalement de l'armée populaire de libération, l'APL? Quelle est son opérationnalité? Est-ce qu'il y a des exemples? Elle a quand même été employée dans certaines circonstances. Vietnam, les problématiques des frontières. Alors évidemment, c'est très ancien. On l'a vu un peu dans des questions de piraterie. On la voit un peu dissimulée quand même à travers ces problématiques de mer de Chine. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir cette opinion sur l'opérationnalité. Isabelle. Oui, bonjour. Merci infiniment pour cette présentation. La question que je me posais, c'est si je prends le cas du spatial, qui est celui que je connais le mieux, vous dites, et je partage totalement ce point de vue, que la Chine a procédé par absorption de l'innovation extérieure qu'elle a réintégrée et qu'elle suit, puisque même le test de 2007, on pourrait considérer que c'est aussi une manière de catch-up, de rattraper ce qui avait été fait par d'autres, même si
bon, il y a eu cet incident des débris qui n'avait pas été vu. La question que je me pose, c'est finalement, il y a cette grande question de savoir si c'est de l'innovation militaire qui tire de l'innovation civile, si c'est l'innovation civile qui tire de l'innovation militaire. Dans le cas de la Chine, Louis l'a rappelé, il y a cette histoire de sanctions qui est quand même très forte et de contrôle des technologies. Donc finalement, comment vous expliquez que la Chine ait pu réussir à tirer son innovation au niveau où elle est parvenue aujourd'hui, à partir d'un système où elle était quand même assez contrainte en acquisition de technologie? Et la sous-question, parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, et dans le spatial c'est important, comment vous voyez le partenariat avec la Russie, où là quand même si la Russie n'est plus partout une très grande puissance, c'est au moins encore une très grande puissance spatiale. Merci, Nicole. Merci beaucoup. J'ai 3 petites questions. La première, c'est une comparaison avec l'Union soviétique quand, au début des années 50, les soviétiques ont lancé le premier Spoutnik et ça a été la nouveauté en termes d'innovation technologique, elle est venue des soviétiques. Et je me demandais quel serait le Spoutnik chinois. Autrement dit, l'équivalent d'une percée. Moi, j'avais cru comprendre qu'ils étaient très forts, parce que non contrôlés, sur tout ce qui est plutôt la biogénétique, la réalité augmentée, les nouvelles neurosciences, toutes choses que j'ignore totalement, mais est-ce que ceci pourrait être le Spoutnik chinois? Deuxième question, toujours avec une comparaison avec l'Union soviétique d'autrefois, puisqu'on est dans une atmosphère de résurrection, de grandes guerres interétatiques, de guerre froide, je ne sais quoi encore comme une nouvelle idéologie que je ne partage pas du tout. Enfin, je ferme la parenthèse. Les soviétiques, on s'était rendu compte à la fin de l'Empire qu'il y avait beaucoup de villages Potemkin. Et ma question est la même chose pour la Chine. Est-ce qu'on peut faire confiance à tous ces chiffres, à toutes ces déclarations? Est-ce qu'il y a des grands villages Potemkin chinois? Est-ce qu'ils ne nous bluffent pas? Est-ce que tout ce qu'on lit est vrai? Comment, vous, Mathieu, comment vous appréciez la vérité? Vous dites qu'il y a un grand débat, une transparence, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi, je ne sais pas. Et enfin, dernière question à monsieur. En fait, est-ce que vous avez peur de la Chine? C'est ça ma question. Vous êtes aux États-Unis. Est-ce que tout ça vous inquiète? Et pourquoi? Merci. Merci Nicole. Alors, Mathieu peut-être, puis après je laisserai conclure et répondre à toutes ces questions. Timing Chung, ça lui permet comme ça de prendre un peu de temps. Je vais faire une réponse très centrée sur un exemple précis, en fait, sur les villages Potemkin. Évidemment, la caractéristique des villages Potemkin, c'est qu'on découvre que c'est un village Potemkin uniquement quand on a un accès complet à la totalité des infrastructures et à la véritable réalité de toute l'information. Mais il y a un exemple qui m'a frappé assez récemment. On entend beaucoup dans le domaine maritime de la part des analystes chinois et en particulier du Centre de recherche de l'administration océanique d'État, tout ce qui est autour de l'exploration des hauts fonds sous-marins. L'exploitation des nodules polymétalliques en particulier. Il y a des livres entiers qui ont été publiés sur la question par ce centre de recherche, qui est quand même un centre extrêmement important, puisque c'est lui qui rédige chaque année l'annuaire sur le développement des politiques maritimes de la Chine. Et quand on creuse un petit peu, en fait, ce qu'on découvre, c'est que le principal déterminant de cette excitation autour de quelque chose qui a aussi beaucoup excité d'autres pays dans les années 60 et dans les années 70, c'est quand même une compétition pour les financements publics. Qu'il y a eu une dimension dans une économie où le financement public est quand même très abondant aujourd'hui pour soutenir des projets, où en fait des projets peuvent être montés un petit peu en exagérant le potentiel d'un développement. Donc oui, c'est possible, on le découvrira plus tard. Merci. Et je vous laisse du coup conclure, tranquillement répondre aux questions et conclure votre conférence. Okay. Avec plaisir. D'abord, pour répondre aux questions qui ont été posées, d'abord, c'est toujours agréable d'avoir le mot de la fin, parce que c'est un privilège que j'ai rarement. Pour répondre à l'excellente question sur la Russie, et ce que vous dites est très juste. Il y a eu les embargos, les sanctions depuis 1989,
lors de la répression de Tiananmen Square. Ce qu'ont fait les Chinois lorsque les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays occidentaux ont mis en place ces sanctions, cet embargo, ils ont examiné le système dans son ensemble pour voir où se trouvaient les failles. Et ce faisant, et notamment au début des années 90, il y avait deux pays, d'abord la Russie, et le deuxième, c'était Israël. Israël, et oui, cette faille-là a été colmatée au début du millénaire, mais la Russie est restée une source importante de coopération technologique militaire. Donc il est guère surprenant de voir que les systèmes d'armement développés actuellement en Chine, et notamment sur les navires et les aéronefs, sont issus de la technologie russe, notamment les Su-27. Pour ce qui est de l'espace, les Chinois, et notamment dans les années 90, lorsque les Chinois donc ont commencé à considérer que l'espace était la nouvelle frontière, en quelque sorte, l'ancienne industrie aérospatiale soviétique, notamment la Russie, mais aussi le Kazakhstan, avait un programme de Man Space, l'homme dans l'espace. Le programme qui s'en a inspiré, c'est le programme Shenzhou en Chine. Et la technologie, effectivement, est venue de la technologie des programmes Soyouz soviétiques. Donc, ce qu'ont fait les Chinois par rapport à ça, c'est qu'ils ont acquis une grande partie de la technologie soviétique, enfin russe, mais la technologie, enfin l'industrie spatiale chinoise a pu quand même développer sa propre technologie. Donc depuis les années 90 jusqu'aux 10 dernières années, la Chine a su effectivement absorber l'ancienne capacité industrielle soviétique, mais a pu ensuite se développer elle-même. Et la Chine se trouve aujourd'hui maintenant bien plus avancée que ne l'était l'ex-Union soviétique, puisque les Chinois ont investi considérablement et ont lancé des véhicules spatiaux aussi bien pilotés qu'autonomes. Alors, évidemment, les États-Unis n'ont pas lâché le terrain et les Chinois n'ont pas pu, ne les ont pas rattrapés pour autant, mais en dehors de cela, les Chinois n'ont pas connu beaucoup de concurrence. Moyennant quoi, entre la Russie et la Chine, on peut supposer qu'il y aura une coopération suivie. Alors, il y a eu quelques à-coups. Les Russes ont eu peur de voir les Chinois leur voler leur propre propriété intellectuelle sur leur propre programme. Mais disons que les Chinois et les Russes se considèrent, si vous voulez, de plus en plus eux-mêmes en concurrence avec les États-Unis. Et puis, dernière question, quelles seraient les éventuelles percées technologiques, les surprises chinoises, là où la Chine serait en fait tout d'un coup le premier pays à acquérir ou à développer une nouvelle technologie disruptive. Alors, vous avez parlé des biotechnologies, c'est vrai, et c'est vrai que les Chinois ont fait pas mal de progrès, le progrès du génome humain. C'est vrai que les Chinois ont fait des progrès considérables. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils ne se heurtent pas aux mêmes restrictions qu'il y a en Europe sur le plan de la bioéthique et autres. Mais pour les autres domaines disruptifs, enfin de véritables percées technologiques, vous avez notamment la technologie hypersonique, la fusion nucléaire, là où les Chinois, au mois de décembre, ont annoncé qu'ils sont bien au-delà du programme européen ITA sur la fusion magnétique, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement R&D, mais également pour donc la recherche fondamentale, mais également le développement de réacteurs de fusion nucléaire au cours des 10 ou 15 prochaines années. Également les supercalculateurs de très haute performance, et là c'est les Chinois qui disposent des 2 ordinateurs les plus rapides du monde, et ils passent à l'étape suivante de ce qu'on appelle l'exo-échelle. Et également la communication quantique,
l'intelligence artificielle également est un domaine où la Chine fait de grands progrès. Xi Jinping, pour sa part, a défini ses grands projets scientifiques comme étant ses priorités et il souhaite bien entendu développer ces technologies disruptives que d'autres pays n'ont pas encore réussi à développer. Mais tout cela coûte cher et tout cela n'est pas sans risque. Pour autant, la raison pour laquelle les Chinois ont pu faire de tels progrès, c'est que d'autres pays, les États-Unis et même les pays européens, et même les pays qui ont des budgets consacrés à la recherche et développement aussi bien civil que militaire, ne peuvent pas rivaliser sur le plan du budget. Et la Chine n'a pas affaire à forte concurrence. Et ce qui permet à la Chine de se développer encore plus, c'est que si l'Europe n'investit pas beaucoup et si les États-Unis ne développent pas leur budget, eh bien, vous allez voir des chercheurs, qui vont aller là où l'argent se trouve, et les Chinois sont précisément ceux qui sont prêts à acheter ces talents, ces savoirs. Et donc, c'est vrai que... Alors, ce n'est pas qu'une question, d'ailleurs, de restrictions qui sont posées à l'investissement chinois, c'est que les États-Unis et les Européens doivent voir comment ils pourraient revitaliser leur capacité, comment relancer leur science et leur technologie, parce qu'à défaut de la développer, eh bien, l'avenir appartiendra à ceux qui consentiront les efforts nécessaires. Alors, même si la Chine a encore un long chemin à parcourir, la direction, les dirigeants chinois savent parfaitement que cette technologie jouera un rôle essentiel dans leur développement. Merci nos deux intervenants, mais avant, je voudrais vous annoncer la fois prochaine, nous recevrons Alexandre Loukine de l'Institut international de relations internationales. Je voudrais aussi saluer les deux fils de Stéphane Morin qui viennent de rabaisser assez considérablement l'âge d'accès aux études stratégiques. Merci en tout cas à notre conférencier Tai Ming Chung et à Mathieu Duchâtel.